Hey, salut tout le monde, c'est Acis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui la dernière vidéo, la dernière review des cartes de Cataclysme. La dernière avant la sortie de cette extension. À l'heure où cette vidéo sort, normalement, hier, le patch qui a dénerfé plein de cartes qui partent en rotation et qui a notamment aussi nerfé Elise va sortir. Et bah, si ça se trouve, je suis actuellement en stream en train de tester ce nouveau patch. On va devoir beaucoup s'entraîner parce qu'il y a les playoffs qui vont arriver. La méta dénerfée, c'est une méta que je connais assez mal parce que bah, j'étais moins fort pendant que cette méta existait, hein, j'étais pas du tout un joueur compétitif. Donc, je vais devoir me la buter, hein, je suis pas seul, il y a beaucoup de FR qui vont avec moi s'entraîner pour atteindre le meilleur niveau possible et performer pendant ces playoffs. Mais pour le moment, on a mieux à faire, c'est d'analyser les sets druide et prêtre. Druide qui est mon set préféré de tous ces sets, et de toute façon c'est ma classe préférée, donc comme ça tombe bien. Mais on va commencer voilà, tout de suite avec le petit prêtre, hop, et on va commencer comme d'hab par le colossal, donc le sang noir. C'est une 4-8 pour 7, colossal plus 3. Une fois que vous avez rendu des PV à un personnage, attaque un serviteur adverse aléatoire. Ça n'attaque pas le héros, ce qui est un peu étrange pour une 4-8. Et du coup, les appendices sont des 1-2, sont 3 1-2 qui vont arriver directement avec le sang noir, qui disent qu'à la fin de votre tour, rend 3 PV à un personnage allié blessé. C'est atroce comme colossal. Beaucoup de gens ont critiqué ce colossal et à raison, je pense. En gros, l'idée, c'est que vous avez quoi, entre 27 et 29 PV, l'idéal. Hein. Vous avez entre 27 et 29 PV. Votre adversaire a 3 créatures à 4 PV sur le board. Vous jouez le sang noir. Un des appendices du sang noir vous soigne la tête. Le sang noir va prendre un trade. Ensuite, le deuxième appendice soigne le sang noir qui va prendre un trade. Le troisième appendice soigne le sang noir qui va reprendre un trade. Autrement, c'est absolument injouable. Enfin, cette carte est vraiment atroce. Tour 7, il n'y a jamais des boards assez fragiles pour qu'une 4-8 aille prendre 3 trades sans mourir. C'est presque impossible. En plus, il faut que ça se mette bien. Hein. Là, j'ai dit entre 29 et 27, mais si vous avez 20 PV, bah, vous pouvez très bien vous faire soigner 3 fois la tête. Donc le sang noir peut mourir au bout du deuxième coup. C'est super faible. Si vous avez d'autres serviteurs blessés, ça peut soigner les autres serviteurs. Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est 9 de heal en théorie, hein. Et si vous avez sur board vide, c'est juste 9 de heal. Non, je sais pas, je trouve ça vraiment très très mauvais. Le fait que ça puisse pas attaquer la tête, ça devrait attaquer en priorité des serviteurs. Et après, s'il n'y a plus de serviteurs, attaquer la tête à la limite. Comme ça aurait un minimum d'intérêt et on pourrait faire des trucs avec. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment absolument injouable. On pourrait se dire qu'on peut faire des archétypes où on buff énormément les PV du sang noir et après, avec Augure Divin, on monte ses PV au même niveau, on monte son attaque au même niveau que ses PV. Mais voilà, ça demande beaucoup de setup, quoi. Est-ce que cet archétype est possible? On va voir par la suite. Peut-être un archétype avec Augure Divin serait possible, mais je pense que l'archétype avec Augure Divin se porterait mieux sans Augure Divin. Mais de toute façon, on va en parler durant cette review. En commençant par la claire purificatrice. Donc ça déjà c'est une petite synergie avec le sang noir. Encore une fois, le sang noir n'a aucun intérêt s'il n'est pas buffé hein, lui-même. Avec 4 d'attaque, il fera rien sur le tour 7. Claire purificatrice, c'est une 4-5 pour 4 Draenei qui en cri de guerre a que vos effets de soins rendent 2 PV en plus pendant cette partie. Comment ça se passe? Votre pouvoir héroïque qui rend 2 PV. Une fois que vous avez posé la claire purificatrice pendant toute la partie, votre pouvoir héroïque rend 2 plus 2 PV, donc 4 PV. Votre potion de soin supérieur qui rend 12 va rendre 12 plus 2, donc 14 PV. Voilà, c'est tout con. Tous vos effets de soin vont rendre plus 2. C'est très bien d'un point de vue du soin, parce que ça peut être très fort. Vous avez un HP amélioré, en plus vous pouvez l'améliorer encore après avec Gain. Donc vous pouvez avoir un HP qui rend 6. Avec 2 clairs purificatrices, vous pouvez avoir un HP qui pour 1 va vous rendre 8 mana. Donc pourquoi pas, on a pas mal de petits effets de heal, un prêtre heal, pourquoi pas, ça pourrait être joué, vu que j'ai l'impression qu'on n'a plus trop d'OTK, on n'a plus de trucs débiles à base d'escrocards, à base de voleurs sig, d'Insidious, tout ça, on n'aura plus trop d'OTK, donc peut-être que le prêtre qui se soigne va reprendre un peu de sa superbe, parce que là, en ce moment, le prêtre qui se soigne ne peut pas exister, malgré le fait qu'il y ait des bonnes cartes de soins, mais tout simplement parce que les decks vont vous OTK, en fait. Même les decks tempo vont vous OTK. Donc ça ne sert à rien de se soigner.
À moins que vous puissiez. En fait, ce qui est bien dans le soin, c'est si vous posez énormément de board, mais là, vous posez pas de board en prêtre. Donc voilà, peut-être un prêtre soin qui va revenir un peu dans la méta, qui va bien marcher avec cette carte. Moi, je l'aime bien cette carte. C'est une 4-5 pour 4, c'est pas trop engageant de la poser. Vous avez une petite perte de tempo, mais contre un Xavus, ça se met bien. Contre, on a vu Mage à Kalek, ça se met bien. Enfin, il y a pas mal de T4, DK, un T4 aussi, qui ont aussi un body assez faible. Et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi se dirige le jeu. C'est un T4 qui a un body un peu nul et un effet un peu sympa. Et justement, ça se débrouille très bien contre ces T4 très précisément parce que vous posez votre claire en face, il pose Xavius. Derrière, vous tradez avec la claire, vous la soignez. Vous avez de nouveau votre 4-5 et vous avez pu passer l'effet. Donc, non, j'aime bien cette carte, j'aime bien ce petit archétype. Matriarche Courroucé. C'est un dragon, 3-3 pour 4. À la fin de votre tour, ce serviteur gagne plus 3 PV s'il a tous ses PV. Donc en gros, c'est une 3-6 pour 4 le tour où vous la posez. Et si votre adversaire la gère pas tout de suite, ça va devenir une 3-9. Encore une fois, pourquoi pas? Le problème, c'est l'attaque. On n'a pas des masses de moyens de buffer l'attaque vu qu'on n'a plus observation des oiseaux en prêtre. On a encore une fois augure divin, mais bon, c'est un peu lent. Ça, on a envie de la jouer sur 4. Est-ce qu'on arrivera à trouver des... Si on trouve des moyens de buffer la carte en elle-même, l'attaque, pourquoi pas? Parce que les PV, c'est pas un problème en fait qu'ils soient full, parce que déjà on a vu qu'on a la claire purificatrice et on a encore d'autres cartes derrière. Donc l'effet est sympa. L'effet est sympa, ça scale en fait, mais le problème c'est que ça scale pas avec l'attaque. Donc voilà, il faut trouver un moyen de lui donner 4 ou 5 d'attaque, je pense, parce que sur le tour 4, 3 d'attaque ça peut être suffisant, mais sur le tour 5, 6, 7, ça ne le sera plus du tout. Et vous pourrez avoir du mal à tenir votre créature full vie. En plus de lui donner les PV du coup en fin de tour. Donc ouais, pour l'instant c'est pas très fort. C'est un dragon, peut-être un prêtre dragon, mais pour l'instant ça met pas assez de tempo, ça met pas de pression en fait. Donc les archétypes dragons mettent la pression et ça met pas de pression. Donc pour l'instant la carte est pas très forte, je pense. Sanctum Ruby. Alors déjà l'artwork est insane, le nom est très stylé. C'est un lieu pour 1 de mana qui a 3 utilisations. Votre prochain effet de soin inflige des dégâts à la place pendant ce tour. C'est bien, c'est vraiment très bien parce que évidemment ça marche avec la claire purificatrice, hein, votre pouvoir héroïque infligera 4 points de dégâts. Waouh, cette carte est très cool quand même, cette carte est très cool. On peut la slam sur 1. Il n'y a plus de pet lieu de toute façon dans le jeu. Donc on peut très très bien la slam sur 1 et utiliser l'effet quand on a besoin de faire une petite gestion. Faut le rappeler, on a une petite 1-4 pour 2 qui rend autant de PV qu'elle n'a elle-même de PV. Et qu'on a tout un set qui buff les PV. Donc on peut la faire monter en PV 4, 8, 10 PV éventuellement. Et après avoir notre petite claire, donc purificatrice, donc par exemple monter le soin à 12, faire un Sanctum Ruby, mettre 12 dégâts à votre adversaire pour 2 mana. C'est solide quand même 10 dégâts, hein. Une pyro pour 2, c'est jamais mauvais, hein. Donc c'est vraiment pas mal, on a pas mal d'effets de soins. On a des cartes en plus encore après qui vont synergiser avec ça. Et franchement ouais, ça permet d'avoir en fait un prêtre qui soigne énormément, qui est très fort parce qu'il soigne beaucoup, et qui a quand même de temps en temps ce petit burst en fait. Donc on aura un prêtre contrôle et burst. Donc dès que j'aurai un peu de temps dans mon tour, paf, j'enverrai un petit 8 dégâts dans la tête de mon adversaire. Et c'est pas grave parce que le reste de mes soins pendant ce tour resteront des soins, parce que ça ne modifie qu'un effet de soin. Donc je pourrais continuer à faire mon contrôle et de temps en temps, paf, un petit flash heal, paf, un petit souffle purificateur par exemple, dont je vais parler tout de suite en réalité, qui c'est un sort de feu à 2 mana, inflige 5 points de dégâts à un serviteur s'il meurt en 5 PV au héros ou à l'héroïne adverse. Donc ça marche très bien avec le Sanctum. Vous tuez un petit serviteur, hop, même ça marche sur 2. Un Sanctum sur 1, souffle purificateur sur 2. 5 points de dégâts, ça ira très souvent gérer un serviteur sur 2. Ça ira même le gérer sur 6 ou sur 7 hein, en général. 5 points de dégâts, c'est beaucoup. Et hop, vous mettez un petit 5 points de dégâts gratuit à votre adversaire. Ça synergise bien avec. En plus, en général, si vous voulez claquer ça sur 2 et que vous n'avez pas pu setup de Sanctum Ruby, c'est pas trop grave. Vous avez une gestion. 5 points de dégâts pour 2, c'est fort. Et en début de game, vous allez rarement mettre des dégâts à votre adversaire. Surtout si on part dans cet archétype contrôle soin avec Sanctum, parce que on mettra pas de board, on mettra pas de dégâts au board en fait, on voudra mettre des dégâts au soin surtout. Donc franchement moi j'aime beaucoup hein. Souffle purificateur j'aime beaucoup, Sanctum Ruby j'aime beaucoup. Guérison, un autre sort, petit sort à 1 du sacré, rend tous ses PV à un serviteur, vous piochez une carte. C'est broken. Broken, ça va pas casser le jeu évidemment, mais la carte est très forte. Ce sera un auto-include, je pense, dans tous les decks prêtres. C'est un draw pour 1. C'est toujours très fort de piocher pour 1. On a une carte actuellement qui donne plus de PV à un serviteur, mot de pouvoir bouclier, et qui pioche 1. C'est fort.
Et ça, en fait, la guérison, non seulement ça vous permet de garder vos créas en vie, mais surtout avec Sanctum, bah, ça permet de tuer, c'est du removal en fait. Ça enlève tous ces PV à un serviteur si vous avez le Sanctum Ruby activé. Donc bah, tuer un serviteur et piocher une carte pour 1, j'ai tendance à dire que c'est broken. Après voilà, à voir, à voir ce que ça donne. Mais ouais, moi je trouve ça très fort. Bon, c'est peut-être pas auto-include dans tous les decks prêtres, hein, parce que voilà, tous les decks prêtres ne jouent pas mode pouvoir bouclier. Mais à partir du moment où tu poses un peu de board et où tu joues Sanctum Ruby, surtout, bah, tu joueras forcément cette carte. Hein, je pense que c'est un must. Ensuite, Auxiliaire blessé, c'est une 3-8 pour 3 vols de vie, mort-vivant. Cri de guerre, inflige 4 points de dégâts à ce serviteur. Alors j'ai vu pas mal de gens ne pas comprendre selon moi ce que cette carte faisait. Je pense, selon moi, que le cri de guerre fonctionne avec le vol de vie. C'est-à-dire que cette créature s'inflige 4 points de dégâts, elle vous rend 4 PV automatiquement. Donc c'est une 3-4 pour 3 qui vous rend 4 PV et que vous pouvez soigner. C'est une créature qui se blesse en fait. Donc après vous pouvez la soigner avec des petits sorts, avec un petit pouvoir héroïque, enfin selon ce que vous avez. Et je trouve ça pas trop mal en vrai. Si on voit qu'on a une méta avec un ou deux decks un peu agressifs, bah posez une petite 3-4 qui vous soigne de 4 sur le tour 3, bah voilà, ça vous rendra 4 PV et en plus elle pourra encore vous rendre des PV. C'est un bon paquet de PV en plus en fait, ça j'ai l'impression. Et si votre adversaire la gère pas, bah vous pourrez en faire une 3-8 avec un petit sort ou rien qu'avec un HP. Et en faire une 3-8, bah, ça veut dire qu'elle pourra mettre plus de coups et donc vous soigner encore plus. Donc ouais, pour gérer l'agression, je pense que cette carte est très forte. Après, autrement, en late game, cette carte sert à rien, donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, c'est comme les petits bodies. Hein. C'est un moyen en deck control de gérer la tempo en early et je trouve ça plutôt pas mal. Évidemment, ça va pas chasseur, mais je trouve ça quand même plutôt pas mal. Si, ça peut battre chasseur. Vous faites auxiliaire et souffle purificateur, vous pouvez battre la 6-6 du chasseur. Bon, ça fait 2 cartes, mais ça peut marcher. Schisme. Sort d'ombre, 4 mana, scission. Hein. Je rappelle, le problème des cartes de scission, c'est que ça vous oblige à avoir une curve très basse pour les ramener. C'est pour ça que je pense que les meilleures cartes de scission sont soit des cartes de scission qui seront jouées dans des decks tokens, des decks hyper agressifs, ou soit des cartes de scission qui peuvent être utiles séparément, qui ne sont pas obligées d'être rapprochées. Donc la carte de gauche donnera plus 2/+3 et insaisissable à un serviteur, et la carte de droite en invoquera une copie. La copie est très forte, le plus 2/+3 est complètement anecdotique. Une fois que vous aurez collé les deux cartes, évidemment le plus 2/+3 insaisissable sera intéressant, mais en l'état, tant que la carte est scindée, le plus 2/+3 n'a aucun intérêt. C'est même en termes de reach, c'est 2 dégâts de reach, c'est vraiment super nul. L'intérêt, c'est d'invoquer une copie d'un serviteur. Aujourd'hui, je vois pas trop ce qu'on peut faire en prêtre avec ça, honnêtement. Je trouve pas ça très fort. Invoquer une copie d'un colossal, c'est toujours pas trop mal. Hein. Et en plus, voilà, si vous avez 11 mana, vous faites 100 noir, vous copiez 100 noir. Donc voilà, vous avez un board plein du corps de 100 noir. Du coup, vous soignez combien 15 PV et vous allez trade tout le board. Pourquoi pas? Surtout si vous buffez votre 100 noir. Mais bon, si vous avez 100 noir dans le deck, évidemment, c'est pas jouable parce que si vous avez 100 noir dans le deck, vous n'activerez jamais la scission. Donc c'est dommage, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Pour le moment, on n'a pas de gros trucs à invoquer une copie. On n'a pas de gros râle d'agonie, des trucs comme ça. Mais par la suite, cette carte, il faut faire attention. Tout ce qui invoque une copie, de manière générale, il faut faire attention. Surtout que c'est un sort qui invoque une copie. C'est pas un serviteur qui invoque une copie de lui-même. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un moment, ils vont mal anticiper quelque chose. Ils vont oublier la carte. Ils vont faire une extension qui va sortir un gros râle d'agonie super fort, qui sera broken avec schisme. Et du coup, on perdra notre jeu qui ira en réanimation. Mais non, sinon pour le moment, la carte est pas très forte, je pense. Triomphe de Medivh, sort de sacré pour 5 mana, inflige 4 points de dégâts à chaque serviteur. Une AOE sympathique. Coûte 1 cristal si vous contrôlez une carte légendaire. Ok. Donc, déjà, on voit très bien que cette carte est faite pour aller en synergie avec Medivh. Si vous posez, que ce soit le lieu, que ce soit Karazhan, que ce soit Atièche ou Medivh, ça coûtera 1. Mais surtout, et ça marche, hein, je me posais la question avant le Theorycraft, mais grâce au Theorycraft, j'ai pu en avoir la réponse. Ça coûte 0 si vous contrôlez la quête. Ça coûte 1, pardon, si vous contrôlez la quête. Donc, c'est un peu fort, quoi. Vous posez votre quête tour 1, que vous aurez toujours tour 1 de toute manière. Et à partir de ce moment-là, votre adversaire sait que vous avez pour 1 mana une AOE à 4. Jusqu'à ce que vous activiez votre quête, et vous activerez pas votre quête tout de suite. Donc en fait,
le potentiel de contrôle, en plus c'est un sort du sacré, hein, donc ça remplit un slot sur votre quête, le potentiel de contrôle du prêtre quête grimpe tellement en flèche. Le problème c'est qu'on perd Théa la Belladone, donc les sorts d'ombre vont être un peu galères à faire monter. Mais cette carte est très forte, hein. Même dans un deck contrôle classique, il suffit d'avoir une créa légendaire ou quoi que ce soit, et ça coûte 1. Non, franchement, j'aime beaucoup la carte. Une carte de contrôle, qui va donner une dimension plus contrôle à prêt de quête, et qui va donner une dimension encore plus forte au prêt de contrôle déjà de base. Parce qu'aucun prêt de contrôle ne joue bombe de lumière, hein. De toute façon, on perd bombe de lumière. On perd bombe de lumière, on perd repackage, donc ça peut être chiant pour prêt de contrôle. On perd Bob aussi. À voir si c'est pas un peu galère, mais en tout cas, c'est c'est la bonne direction pour prêt de contrôle, ce genre de carte. Alexstrasza, gardienne de la vie. C'est un dragon 8/8 pour 7 qui en cri de guerre fait passer vos PV restants à 15. Quand vous récupérez tous vos PV, inflige 15 points de dégâts à votre adversaire. Vous voyez quand je parlais du côté un peu... hop, je me soigne et je mets du burst. Ça rentre pas dedans. Ça rentre pas dedans du tout. Il faut la poser sur 7. Il faut que vous vous infligiez des dégâts. Parce que ça va vous faire des dégâts. En plus, ça ne va pas être un board. Donc, tous les decks qui mettent de la tempo en face, vous ne jouerez pas cette carte. Il faut que vous vous infligiez des dégâts le tour où vous la jouez. Alors, il y a des cas où ça remontera vos PV, mais je pense pas qu'on la joue quand même pour ça. Peut-être pour activer Elise, si Elise est toujours forte, je sais pas. Vous vous infligez des dégâts, vous ne posez pas de board, ou vous posez un board très faible qui n'interagit pas avec le board adverse. Et vous devez remonter full vie. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous infliger des dégâts, mais si votre adversaire joue un peu avec le board, il va vous mettre 5-6 dégâts, hein, facile. Et de là, il faudra que vous remontiez full vie, donc à 30 PV. Ouais, non. J'y crois pas trop. 15 dégâts, c'est bien. Hein. 15 dégâts, c'est bien. Mais en fait, vous pourrez pas. Et vous remontez vos PV et descendre votre adversaire en dessous de 15 pour le one-tap avec l'effet d'Alexstrasza, je pense. La carte sera testée parce qu'elle est marrante. Peut-être même avec double cri de guerre. Est-ce que ça marche avec double cri de guerre? Je ne sais pas. De toute façon, on peut plus double cri de guerre. On n'a plus les champions d'Azeroth. À mon Adeios, mais bon, c'est un peu cher. Donc peut-être que ça peut marcher, je sais pas, mais actuellement là j'y crois pas trop. Du coup ouais, pour ce set prêtre, moi il y a la claire purificatrice qui me plaît bien, avec un prêtre soin qui va pouvoir revenir, éventuellement soin quête, juste pour avoir accès au triomphe de Medivh. Mais voilà, il y a des petits trucs qui me plaisent, des trucs qui me plaisent un peu moins. Je pense qu'on pourrait essayer de faire marcher Gain dans ce deck, parce que ça pourrait être cool d'avoir un HP amélioré. Mais ouais, ce sera marrant à faire fonctionner. Je sais pas si ce sera broken, certes, mais ce sera marrant à faire fonctionner. On passe maintenant à Druide avec comme première carte le colossal Obrecrow, qui est une 0,5 pour 6. Une fois qu'une des pattes d'Obrecrow gagne des caractéristiques, ce serviteur les gagne aussi. C'est un colossal plus 4. Et chacune des pattes d'Obrecrow, Wickerfang en anglais, ont +1/+1 à la fin de votre tour. Donc c'est le texte de la carte. À la fin de votre tour, gagne +1/+1. Ce sont des 0,2. Donc le tour où vous le jouez Obrecrow, vous allez avoir 4 appendices qui sont 0,2 qui vont passer 1/3. Donc 4, 1/3 et Obrecrow qui va prendre +4/+4, donc qui va être 4/9. C'est un tour 6 en druide. je le dis parce que c'est quand même un tour 6 en druide, une classe qui a du ramp, qui a Innerve, qui a aura d'accélération, qui a une autre carte en plus qu'on va voir précisément dans cette extension. C'est effrayant quand même d'avoir autant de possibilités pour accélérer un T6, et ça c'est un sacré powerplay. Donc certes ça ne met pas trop de pression tout de suite, mais si c'est pas géré, vous gagnez la partie. Le texte indique bien que c'est à chaque fois qu'une des pattes d'Obrecrow gagne des caractéristiques. Il ne s'agit pas d'uniquement gagner les caractéristiques en fin de tour. Si jamais vous avez un buff de board, et il y en a dans ce set, pas dans ce set, mais il y en a dans l'extension, enfin dans les cartes standards actuelles, ça marche aussi. Si vous faites par exemple le sort à 3 dont j'ai oublié, Overheat, surchauffe, qui donne +1/+1 à tous vos serviteurs, et si vous défaussez un sort de nature, il donne +2/+2. Donnez +2/+2 à tous vos serviteurs, ça fait +2/+2 à Obrecrow, +2/+2 par jambe, donc +8/8, donc ça fait +10/10 à Obrecrow. Donc c'est simple, si vous faites Obrecrow et que le tour d'après vous faites surchauffe, et que votre adversaire n'a rien géré, vous mettez 26 dégâts dans la tête. Voilà, comme ça c'est clair, c'est 26 dégâts tout simplement, et vous gagnez la partie en général, il y a peu de chances que votre adversaire s'en remette de ça. Donc voilà, c'est très très effrayant, cette carte me fait peur, je pense qu'elle donnera déjà, elle me fait peur, moi je vais la jouer donc elle me fait pas peur, mais elle donnera accès à des games qui seront, elle va juste clore des games parfois elle-même si votre adversaire n'a pas une excellente sortie, ou qu'il n'a pas les bonnes cartes, ou que vous arrivez à ramp et que vous êtes tout simplement trop rapide.
Donc voilà, c'est à surveiller. Moi je la jouerai Day One et avec de toute façon le reste du set. Le set est incroyable, je trouve le set vraiment incroyable. En parlant de ce set incroyable, on a le Tréant de Gangrebois. 2-2 pour 2, c'est un Tréant. Cri de guerre, vous gagnez un cristal de mana temporaire. Si vous avez dépensé 4 cristaux avec cette carte en main, l'effet est permanent. En gros, si vous avez dépensé, si vous la jouez juste sur le tour 2, c'est une 2-2 pour 1. Donc c'est nul. En revanche, si vous l'avez joué, si vous avez déjà dépensé 4 cristaux de mana avec cette carte en main, c'est une 2-2 qui rampe. Alors, moi il y a un truc que j'aime pas trop avec cette carte, et encore une fois, j'aime bien parce que je vais la jouer. C'est le petit dragon 4-3 pour 3 qui refresh 2 cristaux de mana, si vous avez un dragon en main. Donc on pourra très bien faire des synergies dragon dans ce deck druide. Si vous jouez ça sur 3, même sur 2, si vous avez un tour 1 et que sur 2 vous faites pièce ou innerve ce dragon, le Tréant de Gangrebois est activé. Pardon. Ça veut dire que vous pouvez ramp en théorie sur 2 avec ça. Derrière vous avez aura d'accélération. Derrière, si vous avez les 2 Tréants de Gangrebois en main, évidemment ça marche aussi. Ça va aller vite, hein. Les games elles vont aller vite. Hein. Les bonnes sorties elles vont aller vraiment très vite. Hein. Donc je sais pas, cette carte elle me fait très peur. Même si vous le jouez sur tour 3 en réalité. Parce que ça, si vous le dépensez 1 mana sur tour 1, 2 mana sur tour 2, et sur tour 3 vous dépensez 1 mana avant de jouer le Gangrebois, le Tréant de Gangrebois, il est quand même activé. Donc en général vous allez l'activer sur 3-4, mais vous avez toujours le high roll de l'activer sur 2 ou sur 3 assez facilement avec le dragon. Donc attention à cette carte, très attention, sachant que bon, vous avez un Hero Power, hein. Si jamais vous avez pas de carte qui se mettent bien dans la cœur, vous faites 2 Hero Power et elle est activée sur 4. Hein. Donc en réalité, si vous l'avez en main de départ, vous l'aurez toujours activé sur 4. Bon, c'est nul de faire double Hero Power, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est pas dur d'activer 4 mana. Veilleur découvé, c'est un dragon 4-5 pour 4, cri de guerre, vous obtenez 2 dragonnets 3-3 avec provocation. Si vous avez dépensé 8 cristaux de mana avec cette carte en main, les invoque. En gros, si vous avez dépensé 8 mana, vous avez une 4-5 et 2 3-3 taunt qui sont directement sur le board. Évidemment, si vous n'avez pas dépensé les 8 cristaux, cette carte est atroce. Ouais, c'est pas très fort parce qu'en fait, sur le tour 3, si vous dépensez votre mana comme il vient, comme j'ai expliqué avec la créature d'avant, sur le tour 4, vous aurez dépensé 6 mana. Donc, soit vous avez ramp et dans ce cas, vous êtes fort, soit vous avez joué le dragon 4-3 et dans ce cas vous êtes fort aussi. Et c'est un dragon donc ça synergise pas trop mal avec. Soit vous avez des innerves, des trucs comme ça, vous avez aura d'accélération, etc. Ça peut être très fort, après ça me paraît très dur de le caler en early. Parce que bah voilà, il faut avoir la bonne sortie quoi. Et aussi, deuxième problème, c'est que si vous le piochez, autant lui, si vous le piochez, vous pourrez activer l'effet. Autant lui, si vous le piochez, c'est quand même faible quoi. 8 mana, ça va vous prendre du temps. Vous n'avez pas forcément 8 mana à dépenser. Si vous le piochez genre sur 3 ou sur 4, ça va être très long de pouvoir le balancer. Et en arrivant au tour où vous pourrez le balancer, je pense que vous aurez plus envie de le balancer quoi. Vous aurez envie de faire autre chose. Parce qu'une 4-5 et 2-3-3, c'est fort tour 4, c'est fort tour 5, mais à partir du tour 6, ça commence à être un petit peu faible. Donc ouais, c'est très sensible. C'est comme ce que je disais... sur les sets Hunter, c'est que c'est très sensible au top deck. Si vous top deckez ces cartes, vous pouvez avoir des problèmes dans votre partie. Alors que si vous l'avez en main de départ, évidemment, si la curve est parfaite, bon bah y a pas de souci, mais dites-vous que vous allez piocher au fur et à mesure de la partie et que ça va pas être facile. Et enfin, pour continuer cette mécanique de dépenser du mana quand vous avez cette carte en main, vous avez Méritra du Rêve, qui remplit votre main de dragons aléatoires si vous avez dépensé 25 cristaux avec cette carte en main. Et ils coûtent 1, leur coût est réduit à 1. Et c'est une 4-12 pour 8. Alors Méritra du Rêve, si vous l'avez en main de départ, vous aurez dépensé 25 mana d'ici le tour 8. Parce que ça scale. J'avais fait le calcul, mais là je l'ai plus. Mais du coup, vous aurez dépensé vos 25 mana sur le tour 8. Le problème, c'est que vous n'allez jamais garder Méritra en main. Et 25 mana, c'est beaucoup. Si vous la top deckez, encore une fois, c'est super nul. L'avantage, c'est qu'elle remplit quand même votre main de dragon aléatoire, même si vous n'avez pas dépensé 25 mana. Donc si vous la top deckez et que vous êtes désespéré, vous pourrez quand même peut-être la jouer et sur le tour d'après trouver un bon dragon. Le problème, c'est que voilà, c'est cette histoire de 25 cristaux de mana quoi. En fait, c'est pas une condition qui est facile à remplir. Donc ouais, ça me fait un peu peur. J'aime beaucoup la carte, hein, le fait de récupérer des dragons à 1. J'en parlais notamment dans les neutres, il y a plein de nouveaux dragons qui existent
je pense spécialement pour Meritra, notamment le dragon qui inflige 4 à l'adversaire à la fin du tour. C'est une 4-4 qui fait ça et c'est nul, mais sur Meritra c'est fort. Le dragon qui invoque une copie de lui-même, je crois, ou qui invoque un gros body. Enfin, il y a des choses comme ça qui marchent bien avec Meritra. Et j'aime bien la carte. Le problème, c'est que voilà, l'activation me paraît un peu difficile. J'ai l'impression qu'on va plutôt partir sur un deck druide token où on va profiter du Tréant de Gangrebois et que le Veilleur et Meritra, ce sera des cartes vraiment très annexes qui seront jouées que dans certains decks vraiment greedy, quoi, greedy dragon. Et ouais, les decks greedy en général, c'est pas des très bons decks, donc voilà. Pour l'instant, il y a deux cartes que j'aime beaucoup et ces deux cartes, j'aime beaucoup leur design, mais je suis pas sûr qu'elles soient très fortes. Ourson Cristal Épine, une bête 1-2 pour 1. Chaque fois que vous dépensez votre dernier cristaux de mana, gagne +1/+1. Évidemment, ça ne marche pas, il ne marche pas sur lui-même, ce serait débile d'avoir une 2-3 pour 1 sans condition à toutes les games, ce serait complètement stupide. Il marche avec Innerve, cela dit. Si vous dépensez tout votre mana, il va prendre +1/+1, que vous faites Innerve et que vous redépensez votre mana, il va reprendre +1/+1. Donc pour ça, c'est pas trop mal. En soi, la carte est bonne, hein. C'est une 1-1 pour 1 qui va devenir 2-3 autour de 2. Et surtout qu'il faut que vous ayez dépensé votre mana, donc vous pouvez dépenser votre mana d'abord et attaquer après, hein, c'est pas en fin de tour. Et en fait, si votre adversaire le gère pas, il va prendre +1/+1 à chaque tour, parce que dans ce type de deck, ce deck un peu token, un peu prendre la prise de board, etc., vous aurez une curve assez basse qui remplit votre courbe de mana. Vous aurez rarement pas tout dépensé sur 3, encore moins pas tout dépensé sur 2. Donc non, j'aime bien cette petite carte. Ça pourrait rentrer dans un deck un peu token, un peu plus agressif, éventuellement avec un gain. Hein. J'en parle pas beaucoup de gain parce que je vois pas trop de decks où il peut bien se mettre, mais là il peut bien se mettre justement avec une curve assez basse. Gain j'aime bien, donc ouais, j'aime bien cette petite carte. Ça peut être très fort, ça peut être très cool. Cercle du bois sauvage, Scission, donc encore une fois, c'est toujours les mêmes problèmes. La carte de gauche invoquera 2 Tréants 2-2, donc c'est nul. Et la carte de droite conférera à vos serviteurs Aldagonie invoque un Tréant 2-2, bah ça c'est fort. La carte de droite est jouable, elle-même. Si vous la carte de gauche est injouable, hein, évidemment. Si vous devez la jouer, c'est que vous avez vraiment rien à faire sur tour 3 et c'est quand même assez triste. La carte de gauche ne sert qu'à rendre très forte la carte de droite. Avec les 2 Tréants, avec le Raldagonie, les 2 Tréants sont forts. Sans le Raldagonie, les Tréants sont évidemment très nuls. Mais ouais, c'est Force de la Nature, je crois qu'elle s'appelait cette carte qui donnait à vos serviteurs Aldagonie invoque un Tréant 2-2. C'est une carte qui a existé dans Hearthstone. Donc non, j'aime bien cette carte. Peut-être un petit archétype Tréant. Hein. On a une carte aujourd'hui qui pioche une carte pour chaque Tréant que vous avez en jeu. Donc pourquoi pas, un archétype token en tout cas, moi pour l'instant ça me botte bien avec ce petit ourson cristal épine, avec éventuellement ce petit Tréant de Gangrebois, un archétype peut-être un peu token dragon, parce que pour le Tréant de Gangrebois on a très envie quand même de jouer le dragon 4-3 qui refresh 2 mana. Mais ouais, avec Obercrow en top curve, éventuellement un petit gain, en ayant la majorité des... Le problème de gain, ouais, c'est que sur Cercle du Bois Sauvage et Obercrow, ça va être un peu dur de l'activer. Parce qu'Obercrow empêche de jouer le Cercle du Bois Sauvage. Donc vous serez obligé de soit jouer Obercrow pour enlever la carte de Cooper, soit jouer les deux côtés de Cercle du Bois Sauvage. Ce sera à voir aussi, faut pas avoir de chance pour piocher les 3 cartes précisément. Mais ouais, moi j'y crois à ce petit archétype Tréant. Autre carte qui correspond un peu à un archétype un peu token, invoque 2 liens végétal, un sort de nature pour 2 mana, invoque 2 golems 1-2, dépensez tout votre mana pour leur donner +1/+1 pour chaque cristal dépensé. En gros, si vous avez 2 mana, ça va invoquer des 1-2. Si vous avez 3 mana, ça va invoquer des 2-3. Si vous avez 4 mana, ça va invoquer des 3-4, etc., etc. Ça va invoquer toujours des body classiques pour 1 mana de moins, en gros. Pareil, un peu fragile. L'avantage, c'est que c'est un sort de nature. Et ça aussi, c'est un sort de nature. Donc en Druid Imbue, peut-être, pourquoi pas. Ça invoque des petits bodies. C'est pas trop mal. En fait, ça dépend si on a vraiment besoin d'invoquer des petits bodies. Ce sera probablement joué. Autrement, je sais pas. La carte me paraît un peu sous-statée quand même. Parce qu'en fait, sur 2, c'est nul. 2-1-2 pour 2, c'est très très nul. Sur 3, des 2-3, c'est ok. Sur 4, des 3-4, c'est ok. À partir du tour 5, ouais, allez, sur 5, des 4-5, c'est encore ok. Mais à partir du tour 6, c'est plus possible. Hein. Des 2-5-6 pour 6. Enfin, en fait, les decks font tous tellement mieux que ça que j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Et surtout, c'est tout votre tour, quoi. Si tout votre tour consiste à invoquer 2 bodies,
Surtout dans un deck avec une curve basse, vous aurez souvent des trucs à faire. Je suis pas fan de cette carte, mais je pense qu'elle sera jouée parce qu'elle remplit en fait un rôle que Druid fait pas des masses. Et elle sera assez nécessaire, je pense, dans les Druid tokens. Parfois juste pour mettre 2 body de plus pour 2 mana en fin de tour. Donc non, en vrai, la carte, je l'aime bien. Le seul problème, c'est que voilà, elle me transcende pas, quoi. Elle est pas, en plus, elle est pas super plaisante à jouer. Enfin, c'est juste 2 body. Y a plus fun. Donc non, pourquoi pas. La carte est pas mauvaise, mais pas insane non plus. Cadeau de la forêt, encore un sort de nature à 2. Dis donc, ils aiment bien Druid Imbue. Donne à un serviteur allié +1/+1 pour chaque serviteur que vous contrôlez. Donc si vous contrôlez 4 serviteurs, vous donnerez à un serviteur +4/+4. Ouais, c'est pas très fort ça. C'est pas très fort. Ça synergise pas avec grand chose. Alors ça marche bien avec Obercrow. Hein. C'est évidemment, avec Obrecrow, pardon, c'est évidemment pour ça que ça a été créé. Hein. Vous donnez plus. Obrecrow invoque 5 créatures. Le tour d'après, vous donnez +5/+5 à une des jambes. Et du coup, Obercrow prend aussi +5/+5. Et ça synergise assez bien. Donc pourquoi pas. Surtout dans un deck token, vous aurez souvent pas mal de créas. Donc ça peut représenter du burst. Après, la carte en elle-même n'est pas phénoménale et ça va dépendre d'à quel point on arrive à le garder le board en fait. Effectivement, si vous arrivez à faire Cercle du Bois Sauvage non scindé avant le cadeau de la forêt, bah, c'est très fort. Mais c'est aussi un problème, c'est que si vous piochez le cadeau de la forêt avant, vous n'aurez pas envie de le jouer avant Cercle du Bois Sauvage. En fait, c'est un peu bizarre juste pour ça, parce que c'est pas une carte, c'est une carte que vous voudrez jouer quand vous aurez du board, et le Cercle du Bois Sauvage vous permet de mettre du board. Donc s'il y a cette carte qui vous empêche de descinder votre Cercle du Bois Sauvage, ça va être un peu dommage. J'ai beaucoup dit le nom de cette carte. Donc ouais, pourquoi pas, moi j'aime bien la carte. C'est un petit buff, c'est un petit peu de burst parfois. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est un peu comme cette carte. Je les aime bien, mais elles me font pas rêver, quoi. Et même Android Imbue, bon, autant ça je la vois bien Android Imbue, autant ça pas du tout. Parce que Android Imbue, en général, surtout en début de game, vous n'avez pas des boards très larges. Hein, vous avez surtout des boards qui font des tons et qui mettent un ton à chaque tour. Donc, je sais pas. Triomphe d'Azshara sort des arcanes pour un mana, place 5 serviteurs aléatoires coûtant 8 cristaux ou plus dans votre deck, double leurs caractéristiques. C'est très nul. Un druide très contrôle, très late game. Sachant que ça réduit pas le coût des serviteurs, donc vous devrez quand même les jouer plein pot. Donc ok, il y a la game où vous allez choper Drake Ronceux, et vous allez être content. Mais autrement, serviteur à 8 x 2 caractéristiques, enfin à 8 ou plus, je sais pas, ça me paraît un peu nul. Et c'est random. C'est random, ça met 5 cartes dans votre deck, je sais pas. Ça les met même pas au fond du deck précisément. Alors, on aurait pu, en les mettant au fond du deck, se dire bon, ça me met des cartes pas très fortes, mais c'est pas grave parce que je vais pas les piocher et je peux aller les chercher éventuellement avec contingence notamment. Donc au fond du deck, ça aurait pu être marrant. Genre je vais les chercher quand j'ai le temps et si j'ai pas le temps, tant pis, je fais comme si elles n'existaient pas. Donc ça aurait pu être fort. Mais là, le fait que tu les mettes partout dans ton deck, c'est vraiment pas fort. T'as vraiment pas envie de drop ça en early. Parce que ça va te piocher des serviteurs qui coûtent 8 ou plus que tu pourras pas nécessairement mana cheat. Donc non, Triomphe d'Azshara, c'est pas une bonne carte. Et enfin, Voletel Arc-en-Ciel. Déjà, j'aime beaucoup le nom de cette carte. J'aime beaucoup l'artwork. J'aime beaucoup les artworks druides là, de cette extension. C'est un dragon 4-5 pour 5. Insaisissable à la fin de votre tour, donne +1/+1 à vos autres serviteurs. Ça, c'est un peu ce que je disais sur d'autres cartes. Ça combo bien avec Meritra. Parce que vous allez l'avoir pour 1 et du coup ça va être cool. C'est une 4-5 pour 1 saisissable. Autrement pour 5 c'est pas jouable, hein, évidemment c'est trop cher. C'est un dragon, donc peut-être des synergies dragon. Si on arrive à très bien ramp en druide, peut-être qu'on pourra se permettre de jouer ça sur 5. Enfin, sur notre 5 mana. Donc sur le tour 4 par exemple, ou le tour 3 même parfois. Et ça pourra scale, ça pourra aider à faire scale les créas et tout. Pourquoi pas dans un deck token. Maintenant, ça coûte quand même 5, donc c'est dur, ça prend la majorité de votre tour et ça ne replace pas de board. Et ça, je pense que c'est un problème. Donc à mon avis, cette carte ne sera pas jouée. Voilà tout pour ce set druide. Donc moi, c'est un set qui me plaît, hein, qui me plaît beaucoup, surtout le côté un peu token. Je pense qu'il y a des choses à faire, des choses très marrantes à faire, avec notamment Obercrow et les buffs. Faudrait qu'on voit si c'est possible d'aller tuto Obercrow. Je suis pas sûr que ce soit possible d'aller tuto Obercrow. Bon, on a beaucoup de moyens d'aller chercher nos cartes hein, sur la classe druide. Je dis Obercrow, hein, mais c'est Obrecrow. Mais ouais, si on part dans un deck token, on aura beaucoup de serviteurs, donc ce sera pas très précis, notamment les histoires de Barnabus, etc. Mais si on a peu de serviteurs, si on a moyen de tricher un peu sur Obrecrow,
Ça pourrait en faire une très bonne carte. Et moi, elle me plaît bien cette carte. Et parfois même, on voudra juste la slammer dans un deck token. Et parfois, elle sera très forte, hein. Mais sinon, ouais, le petit Tréant de Gangrebrois, Aubrecroc et quelques cartes, voilà, par-ci par-là, un petit T1, petite carte de token, un végétal, petit cadeau de la forêt. Des cartes qui m'intéressent un peu. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais ça m'intéresse un peu. Donc non, pourquoi pas. J'ai hâte en tout cas de jouer ces cartes. Et voilà, ce sera tout pour ces analyses de Cataclysme. C'est enfin fini, j'ai enfin analysé toutes les cartes. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous aimez bien ces cartes, si mon analyse vous convient ou si vous avez des choses à rajouter. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube, hein, vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur Discord, tous les liens sont dans la description, sur le Discord de l'auberge. Et bah, je vais vous dire à la prochaine, hein. Les prochaines vidéos seront sûrement sur le dénerf. Enfin, je vais sûrement faire pas mal de rec pour le dénerf pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine, hein, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo le mardi et elle sortira le mercredi. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le patch c'est ce soir. Donc je vais beaucoup jouer déjà ce soir. Et je pourrais vous poster pas mal de petits contenus. Donc n'hésitez pas à me faire venir vos retours. Et c'est enfin fini, c'est triste, hein, c'est malheureusement la fin, il fallait que ça arrive pour cette analyse, pour cette review complète de Cataclysme. Je ferai une review à chaque extension de sortie, je ferai ce genre de concept, de format, et aussi au mini-set, etc. Parce que voilà, ça me plaît, j'aime bien donner mon avis, et aussi ça me permettra de dire, vous voyez, j'avais raison, ou j'avais tort, et ça je le dirai évidemment jamais. Évidemment, si j'ai tort dans mes analyses, les vidéos seront censurées, hein, je ne les laisserai pas en ligne. Je plaisante bien sûr. Mais voilà, moi sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée. Et à la prochaine, salut salut.